Déjà, je vais poser une question que certaines personnes qui nous suivent ont envie de poser. Maintenant, comment fait-on pour reconnaître les signes que nous sommes blessés? Par exemple, quand j'ai tout le temps, lors de certains événements me font réagir d'une façon exagérée. C'est déjà un signe que j'ai peur de quelque chose. J'ai peur que quelque chose se reproduise. Voilà. Et par exemple, je pourrais prendre le signe, la procrastination. Ils vont dire, il faut que je sois au top, il faut que je sois si, ce que je veux faire là, c'est pas bon d'abord. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Non, c'est parce que la personne a peur de franchir le cap. Donc, la procrastination va s'installer. Donc, j'ai noté les réactions de la personne. Deuxièmement, la procrastination. Une dernière est le perfectionnisme. Nous portons en nous certaines plaies qui ne nous permettent pas de grandir, qui ne nous permettent pas d'avancer. Et ces plaies-là guident nos décisions et nos choix au quotidien. Bienvenue dans cette nouvelle émission Solutionnaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Je dis bien très sensible. On va parler des blessures émotionnelles. Donc, on va voir pourquoi certaines blessures émotionnelles détruisent la confiance en soi. Et pour parler de ce sujet, on a avec nous Madame Consega Zalissa. Madame Consega Zalissa, elle est conflictologue, elle est praticienne accréditée en guérison des blessures intérieures, elle est coach parental pour les adolescents, elle est coach scolaire. Madame Consega, bonne arrivée dans cette émission. Bonjour, monsieur Anifo, merci bien. J'espère que vous allez très bien. Très bien, merci, chez vous. Ça va super bien. Bien, félicitations pour le succès pour la réussite de votre fils au BPC. Toute la gloire à Dieu. Donc, merci bien. Déjà, qu'est-ce que c'est une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle est une souffrance douloureuse qu'on a vécue à un moment de notre vie et qui a laissé une trace dans notre vie. Cette trace se transforme en plaie, d'où le nom de blessure émotionnelle. Et cette blessure émotionnelle, elle est invisible, on ne la voit pas. On ne la voit pas pour guérir, pour essayer de la soigner très rapidement, mais elle va rester là, invisible, et elle va, comment je dirais, elle va chambouler notre existence même sur la terre si on ne guérit pas de cette blessure. Ok, déjà, merci pour cette définition. Donc, ce que je comprends dans votre définition, c'est une blessure, c'est une souffrance qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher du doigt, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir. Ça? Tout à fait. Maintenant, quelles sont les blessures les plus fréquentes qu'on peut rencontrer dans nos familles, dans nos services, dans nos sociétés africaines en général? Les blessures les plus fréquentes qu'on peut rencontrer, je parlerai premièrement de la blessure du rejet. Okay. La blessure du rejet, elle se manifeste souvent, peut-être même lors de la grossesse. Quand la grossesse n'est pas désirée, le fœtus à l'intérieur du corps de sa maman peut déjà même ressentir ça inconsciemment. Et plus tard, dans sa vie, la personne pourra réagir de façon exagérée suite à certaines situations. Ça, c'est une des origines. Il y a aussi des blessures de rejet qui peuvent être créées au niveau de l'école. L'enfant part à l'école et les camarades se moquent de lui. Les camarades l'attribuent un nom que l'enfant n'aime pas. Mais il y a tout un groupe qui l'appelle par ce nom et se moque de lui.
ça peut créer une blessure de rejet en l'enfant. Et plus tard, à l'âge adulte aussi, un adulte peut ressentir une blessure de rejet dans une relation amoureuse quand il y a une infidélité ou le manque d'affection. Ça, c'est la blessure du rejet toujours. Je vais rebondir. Déjà, quand vous avez expliqué la blessure du rejet, donc je vois qu'il y a des blessures la blessure du rejet peut prendre forme à la naissance. Oui. Elle peut également prendre forme dans la vie adulte, c'est ça? Oui. Okay, merci de continuer. D'accord. Et il y a aussi la blessure de l'abandon. L'abandon. L'abandon, souvent les parents confient les enfants à d'autres familles. Est-ce que les parents se rendent compte de ce qu'ils font? Quand on part confier l'enfant peut-être à la mamie ou à l'oncle, on dit à l'enfant, je vais revenir te chercher. Mais on ne revient pas chercher l'enfant. L'enfant ne nous a pas demandé cela. Il veut être avec ses parents. Nous, on laisse l'enfant là-bas pensant bien faire à l'enfant. L'enfant va penser, sentir qu'on l'a abandonné. Et il y aura une blessure de l'abandon qui va se créer et ça va s'installer en l'enfant. Et cette blessure va rester là jusqu'à l'âge adulte et ça va guider les relations de cet enfant devenu adulte. Il y a la blessure aussi de l'humiliation. La blessure de l'humiliation, et nous avons des adolescents qui, peut-être même à l'âge de, quand je dis adolescent, c'est à partir de 10 ans en allant, qui continuent à mouiller leur couche. Et la maman ou le papa, sous l'effet de la colère, va prendre la couche de l'enfant, aller montrer dehors à ses camarades. Nous pensons avoir bien fait. Mais là, nous avons créé quelque chose à l'enfant. Nous avons humilié l'enfant publiquement, sans le savoir. Et nous avons créé une blessure de l'humiliation à l'enfant qu'il ne va jamais oublier. Ça, c'est côté famille. Si on part à l'école, l'enfant part à l'école, et qu'un enseignant, un encadreur, l'enfant a fait quelque chose, on dit que c'est une bêtise. L'enfant a commis une bêtise. Et on dit, viens, je vais t'humilier aujourd'hui, tu vas comprendre. Et on frappe l'enfant devant tous ses camarades. On punit l'enfant devant tous ses camarades. Cet enfant va grandir avec la blessure de l'humiliation. Voilà quelques origines de cette blessure aussi. Et il y a la blessure de la trahison. La trahison. Donc, nous sommes à notre quatrième blessure. Voilà. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation. Maintenant, nous sommes à la trahison. À la trahison. C'est bien, allez-y. La blessure de la trahison, elle peut naître aussi, elle peut commencer, l'origine peut être depuis aussi l'enfance. Quand on envoie l'enfant, et quand on dit à l'enfant, par exemple, vous avez dit tout de suite que félicitations. Si j'avais promis à mon enfant de lui faire un gros cadeau, et qu'il a eu son examen, et que je n'arrive pas à honorer, mais que je n'ai pas une discussion franche avec l'enfant pour lui expliquer le pourquoi je n'arrive pas et je ne pourrai pas honorer mon engagement, mon enfant va se sentir trahi parce que je ne l'ai pas expliqué. Je n'ai pas considéré ce qu'il pourrait ressentir. L'enfant va se sentir trahi. Et cette trahison, il va le porter en lui. Et pendant des années, si jamais il ne guérit pas. Ça, c'est une des origines des blessures de la trahison. Sans compter que les adultes aussi se trahissent. Une femme peut porter une blessure de la trahison à cause de l'infidélité de son mari, à cause des promesses non tenues de son partenaire. Et ça, c'est quelques-uns des causes ou des origines de la blessure de la trahison. Et maintenant, on va parler de la blessure de l'injustice. L'injustice, cinquième blessure. Oui. Allez-y, merci, injustice. Nous revenons du travail et dès qu'on ouvre la porte et qu'on rentre, on voit que le salon est désordonné. Quelle est la réaction d'un parent? Un parent bienveillant va chercher à savoir qui a mis le désordre
Mais un parent qui n'a pas le sens de la bienveillance, de l'éducation bienveillance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à accuser l'aîné. Moi, je t'ai dit, je ne veux plus voir ça. Et l'aîné, parmi les enfants, va sentir, voilà, papa ou maman est en train de créer l'injustice. On ne m'a même pas demandé de m'expliquer. Je ne suis même pas l'auteur de désordre et on est en train de m'accuser. Voilà qu'on est en train de créer une blessure de l'injustice à notre aîné. Sans le savoir. Déjà, merci pour ces blessures que vous venez de nous énumérer. Donc, Oui. J'ai pu noter 5 blessures. Hein. Oui. J'ai noté la blessure du rejet, Oui. de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Oui. Déjà, 5 blessures, c'est déjà bon pour aider ceux qui nous suivent dans cette vidéo. Donc, ça veut dire que on comprend tous que ces 5 blessures-là peuvent, si elles ne sont pas guéries, c'est sûr que ça va détruire la confiance en soi des personnes qui ont vécu ces différentes blessures-là. La question que j'aimerais aussi poser, comment se construit la confiance en soi durant l'enfance? Durant l'enfance, la confiance en soi chez l'enfant se construit par l'amour, la bienveillance, les encouragements, les félicitations. Un enfant a besoin d'entendre de ses parents, oh, tu es fort. Et ce mot fort là, c'est pas une fort pour être fort, non, c'est la vérité. Je t'aime, tu es le merveilleux enfant, tu es l'enfant merveilleux que j'ai eu, je t'aime. En fait, encourager l'enfant, même si l'enfant n'a pas pu faire quelque chose que vous voudrez qu'il fasse, mais il a pu franchir un pas. Encourageons nos enfants. Dites des mots d'amour à nos enfants et nous allons voir que l'enfant va avoir confiance en lui. Ça va hausser sa confiance en lui. Il va dire, oh, papa ou maman a confiance en moi, je peux le faire. Donc, quand vous avez parlé, j'entends ou bien je vois les paroles des parents. Donc, ça veut dire que les paroles des parents ont une influence très significative pour que l'enfant puisse développer sa confiance en soi. Donc, si les parents utilisent souvent des paroles blessantes, donc voilà, c'est ce qui peut créer certains blessures que vous venez de nous citer. Bien, merci pour cette précision. Laquelle signe peut montrer qu'une personne manque de confiance en elle? Les signes qui montrent qu'une personne manque de confiance en elle, c'est déjà la peur de l'échec. Tu n'as pas commencé ton projet et tu as déjà peur d'échouer. Une personne qui a peur du regard des autres. Une personne qui voit sa valeur dans le regard et dans le regard des autres. Si les autres disent que je suis si, c'est que c'est vrai. Et tu commences à trembler déjà. C'est une manque de confiance en soi. Avec ce que vous venez de dire, il y a une question qui me vient déjà en tête. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont vécu ces blessures que vous venez de nous citer là, donc c'est sûr qu'avec les signes que vous venez d'expliquer là, est-ce qu'on peut clairement remarquer ça chez ces personnes blessées là? Alors, on va parler de la peur de l'échec, la peur de les gens qui vont demander toujours l'approbation des autres avant de faire quelque chose. Est-ce que les personnes blessées là, on peut voir ces signes-là dans leur comportement? Oui, les personnes blessées, on peut remarquer ces signes. Parce que la personne blessée, il est bien vrai qu'il y a des degrés par rapport par rapport aux blessures intérieures. Une personne qui porte, par exemple, en elle une blessure de l'humiliation. Cette personne ne va pas oser entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? Commencer la discussion. Cette personne ne va pas oser aller vers. Parce que la personne aura toujours peur de quand dirait-on. Cette personne aura peur de comment on va me traiter. Est-ce qu'on ne va pas m'humilier encore? Donc, vous voyez que la confiance en la personne est brisée. La personne ne sait pas qu'elle a la capacité d'aller vers les autres et de dire ce qu'elle pense. Puisque on m'a humilié une fois, on peut m'humilier toujours. Voilà. Et ces personnes-là qui portent les signes-là, ils vont
ils vont tout le temps rester dans leur coin. Lors des réunions, ils ne vont pas oser lever la main pour apporter leur contribution. Quand je dis réunion, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit lors des ateliers, ils ne vont pas oser apporter leur contribution. Et en association, ces personnes vont toujours rester en marge parce qu'ils ne veulent pas déranger. Ils ont peur d'être encore humiliés. Ces personnes vont manquer de confiance en eux pour aller vers. Merci bien pour toutes ces précisions. Donc, je vais encore répondre sur une autre question. Est-ce qu'on peut réussir professionnellement avec une faible confiance en soi? Très bien. On peut réussir professionnellement. La réussite professionnelle est extérieure. L'extérieur, les gens voient et au contraire, même une personne qui est blessée va vouloir se surpasser. Mais ça, c'est extérieurement. Mais intérieurement, cette personne lutte toujours avec ses démons. Cette personne lutte toujours avec ses plaies qu'elle n'ose pas partager avec d'autres personnes. Cette personne a peur. Comme j'ai peur qu'on m'humilie, il faut que je fasse tout pour que les gens me voient comme quelqu'un de fort. Comme j'ai peur d'être rejeté, il faut que je fasse tout pour que les gens me voient comme quelqu'un de fort. Ça, c'est extérieur. Mais à l'intérieur, je crie au secours. Déjà, je vais poser une question que certaines personnes qui nous suivent ont envie de poser. Maintenant, comment fait-on pour reconnaître les signes que nous sommes blessés? Nous avons une blessure que nous portons. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est blessée? Donne-nous 3 signes, c'est bon, 3 signes observables. D'accord. Par exemple, quand j'ai tout le temps, lors de certains événements me font réagir d'une façon exagérée. C'est déjà un signe que j'ai peur de quelque chose. J'ai peur que quelque chose se reproduise. Voilà. Et par exemple, je pourrais prendre le signe, la procrastination. Beaucoup de personnes sont pétries d'expérience, mais ils n'osent pas franchir le pas. Ils vont dire, il faut que je sois au top, il faut que je sois si, ce que je veux faire là, c'est pas bon d'abord. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Non, c'est parce que la personne a peur de franchir le cap. Donc, la procrastination va s'installer. Donc, j'ai noté les réactions de la personne. Deuxièmement, la procrastination. Une dernière et le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ok. Oui. Ça, je me retrouve bien, mais ça, c'était mon passé. Le perfectionnisme. La personne veut tout le temps perfectionner ce qui n'existe pas. Si tu as un projet que tu veux débuter, tant que tu n'as pas débuté le projet, tu ne peux pas savoir que ce que tu as commencé, il y a ici qu'il faut recadrer, il y a ici qu'il faut refaire, tu ne pourras pas le faire, le savoir. Mais comme la personne manque de confiance en lui, a peur de se faire rejeter, a peur de se faire humilier une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, la personne veut perfectionner pour que quand les gens le vont voir, personne ne pourra dire mot par rapport à ce qu'il a fait. Tout en oubliant que la perfection n'est pas de ce monde. C'est Dieu seul, à Dieu seul la perfection. Merci bien. Donc, le cycle que vous nous avez énuméré, j'ai noté la réaction de la personne, ensuite la procrastination et enfin le perfectionnisme. Maintenant, on va aller dans le volet un peu plus pratique. D'accord. Bon. Déjà, quand on parle de blessures émotionnelles, blessures intérieures, des plaies invisibles, est-ce qu'on peut guérir, ou bien est-ce qu'on peut guérir totalement de ces souffrances émotionnelles? Vous avez parlé de trahison, de rejet, d'humiliation, etc. Est-ce qu'on peut guérir totalement de ces blessures émotionnelles? Oui. La guérison est possible et la guérison est totale. J'en suis la preuve vivante. Et quand on guérit, quand on veut guérir,
Ça veut dire qu'il faut accepter faire un travail très profond sur soi-même. C'est une reconstruction de soi qu'il faut faire. C'est comme si on avait cassé ou détruit une maison pour reprendre. Il faut le reprendre brique par brique. Et on ne guérit pas en n'étant pas discipliné. La discipline fait partie du chemin de la guérison. Pour guérir, il faut être discipliné dans sa reconstruction. Ça veut dire que si j'ai choisi aujourd'hui de travailler sur ma confiance en moi et qu'on me donne, le thérapeute ou le conflictologue me donne des, comment je dirais ça, des exercices à pratiquer, je dois le faire consciemment parce que je veux guérir. Parce que ma vie jusque-là ne me plaisait pas. Je regardais ma vie à travers les yeux des autres. Maintenant, je vais regarder ma vie à travers mes propres yeux. Donc, c'est un travail très profond. Et il faut accepter, se reconstruire pour guérir. Donc, vous avez parlé d'exercice. Quel exercice pratique recommandez-vous à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement? D'accord. Ce que je vais recommander à ceux qui nous suivent actuellement, les exercices, c'est quoi? Et il faut avoir déjà un cahier de gratitude. Un cahier de gratitude, c'est quoi? C'est écrire déjà pour remercier Dieu, pour remercier notre Créateur, pour remercier le fait d'avoir toujours le souffle de vie et de toujours exister, pour remercier même notre corps de nous porter. Ça, c'est une gratitude. Parce que les gens aiment se plaindre. Donne-moi un exemple de gratitude pour que ça puisse comprendre. Exemple de gratitude, une phrase de gratitude. Une phrase de gratitude. Une phrase de gratitude, je dirais, si je me réveille le matin, je dis toujours merci Dieu de m'avoir réveillé. Et une autre phrase que j'aime, je dis merci à mes jambes de me porter là où je vais aller. C'est des phrases de gratitude. On peut en avoir plusieurs. C'est en une minute, on peut même citer 10 même dans la journée, avant de commencer sa journée. Il faut être reconnaissant. Parce que les blessures intérieures que nous avons citées là, il y a les blessures intérieures même peuvent faire que nous allons douter que Dieu même nous aime. Et une personne même qui n'a même pas qui perd sa relation spirituelle ou sa relation de confiance en Dieu, qui va t'aider maintenant si tu penses que Dieu même ne t'aime pas. Donc, il faut être reconnaissant envers Dieu pour la vie, en ayant un cahier de gratitude pour l'écrire, pour que ça soit visible. Il faut faire des exercices, il faut faire prononcer des paroles, des affirmations positives. Je mérite. Avant, si on t'avait dit tu ne vaux rien, tu dis j'ai de la valeur. Si tu pensais que tu ne méritais pas l'amour, tu dis je mérite l'amour et je mérite le respect. Si tu pensais qu'on ne t'aimait pas, on ne t'aimerait jamais, tu dis on m'aime toujours avec comme je suis. Ce sont des affirmations qui peuvent aider à effacer les mauvaises croyances que nous avons eues à emmagasiner depuis que nous sommes blessés jusqu'à présent. Mais ces exercices nous aident, mais ça ne peut pas aller en profondeur par rapport à un accompagnement thérapeutique. Les téléspectateurs vont prendre cela, ils vont essayer de faire seuls. Seuls, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Il faut se faire accompagner. C'est très important. Donc, parlant d'accompagnement, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner, dernier conseil à donner à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement? Le dernier conseil pour clôturer cette émission. Le dernier conseil que je dirais, tous ceux qui vont entendre ou écouter cette émission, ne vous faites pas du tort. Ne vous faites pas du tort.
demandez l'accompagnement d'un thérapeute. Si ce qui a été dit dans cette émission, vous vous sentez concerné, ce n'est plus le moment de vous asseoir et de chercher les coupables. Les coupables s'en fichent pas mal. Eux, ils continuent leur vie. C'est pour vous qui êtes gâtés. Levez-vous, cherchez un thérapeute pour reconstruire votre vie, pour avoir une vie épanouie. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Je vous aime. Merci d'être passé pour cette émission. Remarquez, Dieu vous bénisse. Merci. Merci bien et à très bientôt.